Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission L'entreprise d'après, dans laquelle nous évoquons, à travers des entretiens, l'urgence de transformation des entreprises. Des transformations sociales et environnementales profondes et qui peuvent s'avérer anxiogènes pour celles et ceux qui font l'entreprise. Nous collectons ici des solutions avec des experts et expertes qui ont théorisé ou mis en application la place de l'entreprise dans la transition écologique. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Anne Mollet. Bonjour. Anne, tu es directrice générale de la communauté des entreprises à mission. C'est une association qui réunit les dirigeants et entrepreneurs qui mettent en avant une finalité environnementale ou sociale dans le projet de l'entreprise. On va en parler. Est-ce que tu peux, en amont, tout d'abord, nous expliquer ce qu'est une entreprise à mission ? Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui met au cœur de son modèle d'affaires et de son mode de gouvernance des objectifs sociaux et environnementaux, donc qu'elle choisit et qui vont l'engager pour les années à venir. Quand je parle d'engager, c'est qu'en fait la société à mission, c'est un cadre légal. C'est le cadre légal de l'entreprise contributive aujourd'hui en France, c'est-à-dire c'est le seul cadre qui existe à ce jour. Et donc du coup, la mission va servir, on va dire, de boussole ou de cap à l'entreprise qui a une finalité autre que la finalité financière. C'est-à-dire que ça permet, pourquoi la société à mission a été créée, c'est pour réconcilier justement la performance économique de l'entreprise avec des engagements sociaux et environnementaux. Voilà, pour éviter les dérives actionnariales telles qu'on les a vécues dans les 10-20 dernières années. Voilà. Et bien entendu, parce que c'est le sujet de vos émissions, globalement, des entreprises qui mettent au cœur de leur modèle ces objectifs sociaux et environnementaux, ces enjeux-là, sont des entreprises qui, par définition, anticipent les mouvements, l'évolution et la transition, et qui seront plus performantes demain, voire même aujourd'hui. Alors tu parles de cadre légal, du coup, comment ça se matérialise, comment finalement on oblige un peu l'entreprise à respecter cet engagement? Alors tout d'abord, donc comme c'est un cadre légal, c'est inscrit dans les statuts de l'entreprise. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur la façon dont on crée, dont on formalise sa mission. Mais pour répondre vraiment à ta question, en fait, la société à mission doit être inscrite dans les statuts de l'entreprise. Oui. Voilà, c'est une qualité qui vient en plus du statut légal de SA, SAS, mutuelle ou autre. Et c'est une qualité qu'on inscrit dans les statuts, qui doit être votée par les actionnaires en assemblée générale, qui doit être transmise justement au greffe du tribunal de commerce, et qui oblige l'entreprise à se mettre en chemin. C'est-à-dire qu'on est bien sur une notion de trajectoire, okay. Et de trajectoire et de chemin de progrès. Voilà. Et pour éviter le greenwashing, le mission washing, le social washing, la loi a prévu 2 types de contrôle, 2 niveaux de contrôle. Le premier, c'est un nouvel organe de gouvernance qui est mis en place dans les entreprises à mission qui s'appelle le comité de mission, donc qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, mais il y a aussi des entreprises de moins de 50 salariés qui font le choix de mettre en place un comité de mission. Et ce comité de mission intègre obligatoirement un salarié, ainsi que, là, de manière au choix de l'entreprise, des parties prenantes telles que les clients, les fournisseurs, la société civile, les experts, les actionnaires, bien sûr. Et en fait, c'est un organe de gouvernance qui viendra interagir justement avec le conseil d'administration quand il existe ou avec d'autres organes de gouvernance de l'entreprise et avec le CSE de la même manière. Et en fait, ça matérialise, on va dire, le bon suivi de la mission et des échanges sur la stratégie d'entreprise et voir si justement la stratégie d'entreprise est compatible avec la mission que l'entreprise s'est donnée. Donc ça, c'est le premier organe contre le mission washing. Le deuxième organe, le deuxième point de contrôle, c'est un organisme tiers indépendant qui va venir vérifier la bonne exécution de la mission tous les 2 ans pour les entreprises de plus de 50 collaborateurs et tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs. Et là, de la même manière, donc c'est un organisme tiers indépendant, donc commissaire aux comptes ou autre organisme accrédité par le COFRAC, qui est chargé de suivre, là encore, de contrôler la bonne exécution de la mission. Très bien. Donc en fait, ce ne sont pas que des bonnes intentions, on est vraiment dans la réalité des pratiques aussi. Et comment, en fait, la mission se décline dans la stratégie, mais aussi se décline dans les pratiques opérationnelles de l'entreprise.
Donc ça vient ancrer vraiment le sujet, enfin les engagements socio-environnementaux dans toute l'entreprise. D'accord. Donc selon toi, il ne peut pas du coup y avoir de ce qu'on peut appeler purpose washing, de fait qu'il y a une dissonance par exemple entre la raison d'être et les faits, la réalité de l'entreprise, ou alors le fait qu'il y ait peu de moyens mis en œuvre pour justement réussir les objectifs de mission. Alors, la différence entre une raison d'être et une mission, c'est qu'une raison d'être, effectivement, donc c'est le deuxième niveau de la loi Pacte, qui oblige à mettre en place un certain nombre de moyens, mais pour autant, il n'y a pas d'objectif associé. Dans le troisième niveau qui est prévu par la loi Pacte pour les entreprises volontaires, la raison d'être doit être complétée par des objectifs qui sont en fait les principaux combats que l'entreprise décide de mener. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas être responsable de tout. Et une entreprise, en fonction de son activité, n'a pas les mêmes champs d'impact. Et en fait, c'est l'entreprise, en fonction de qui elle est, qui choisit ses champs d'impact. Et en fait, globalement, qui va dire, en fait, moi, je veux m'améliorer sur tel et tel point, et voilà ce que je vise. Et voilà en quoi je vais contribuer. Je suis contributive contributive à la société, en fonction de qui je suis, en fonction de là où je veux aller. Voilà. Et donc, bien entendu, selon l'histoire de l'entreprise, selon l'activité de l'entreprise, le secteur géographique, la façon dont on travaille, le secteur même, industrie, service, c'est pas la même chose. Et bien, en fait, on va avoir une mission vraiment adaptée et qui vient transformer le core business de l'entreprise. Et on est bien là dans une différence entre la transformation du modèle d'affaires et, par exemple, de la philanthropie, qui ne transforme pas le modèle d'affaires. Et c'est vrai que ce qui est propre à la société à mission, c'est vraiment ça. C'est comment je fais mon métier de manière différente et pourquoi. Le pourquoi est extrêmement important. Le qui et le pourquoi. Et ça change la donne. Et par exemple, quand tu parlais tout à l'heure de carbone, d'engagement carbone, une entreprise à mission, en fait, par définition, elle ne va pas travailler sur la compensation carbone. Ouais. Parce qu'on sait que ça change, enfin, c'est polluant, et par contre, je m'achète une vertu, et puis voilà, ça change rien. Tandis que là, quand on est dans une démarche de société à mission et qu'on veut avoir un enjeu carbone, c'est comment je travaille de manière différente avec mes fournisseurs, comment je vais aller chercher plus à proximité, quand on est, par exemple, une entreprise dans le textile, je vais peut-être faire appel à des fournisseurs plus près, où je fais venir les produits par voie ferrée et non plus par l'avion, etc. Et comment ça transforme tout, en fait. Voilà. Ça, ce sont quelques exemples, mais pour illustrer le propos. Et il y a des engagements qui peuvent être forts de la part de sociétés à mission qui amènent à certains renoncements, à faire des choix dans le modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'on pourra plus demain travailler de la même manière que ce qu'on faisait hier. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça demande aussi de l'audace, du leadership et puis d'être convaincu. C'est-à-dire que c'est pas la peine de devenir société à mission si le dirigeant n'est pas convaincu par sa contribution positive à la société. Alors si on revient justement sur les objectifs de mission, quels sont les risques pour une entreprise qui ne réussirait pas ou qui ne mettrait pas suffisamment de moyens à réussir les objectifs de mission ? Alors, le risque, le premier, c'est vis-à-vis de son comité de mission. Donc, du coup, c'est un premier risque lié réputationnel, on va dire, auprès de ses proches. Le deuxième risque, c'est le risque de perdre la qualité de société à mission. Si l'organisme tiers indépendant, justement, donne un avis négatif sur un ou plusieurs objectifs. Voilà, donc là, effectivement, comme le rapport l'avis de l'OTI doit être mis sur, je suis un peu technique, mais alors, je sais pas, l'avis de l'OTI doit être communiqué sur le site internet de l'entreprise et ce pendant 5 ans. Voilà, donc n'importe qui peut saisir le tribunal de commerce pour demander à ce que soit retirée à l'entreprise la qualité de société à mission. Donc ça peut aller assez loin, hormis en plus les risques globaux, on va dire, de mauvaise gestion de l'entreprise, etc., qu'on peut avoir, et ça donne ça crédibilise vraiment le projet de l'entreprise vis-à-vis de la direction et vis-à-vis des actionnaires aussi. Mais en fait, je vais vous dire, le risque le plus fort pour moi, c'est le risque de réputationnel. Bon, le risque réputationnel, c'est plutôt vers l'extérieur. Bon, ça, c'est un risque, mais surtout vis-à-vis des collaborateurs. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que une entreprise qui devient société à mission,
et qui fait tout ce travail amont dont nous allons parler et qui embarque les collaborateurs, c'est un superbe levier d'engagement, à la fois d'engagement pour les collaborateurs en place, mais aussi en termes d'attractivité de l'entreprise pour les collaborateurs qui voudraient rejoindre l'entreprise, justement. Et aujourd'hui, dans la guerre des talents à laquelle on est confronté, c'est un vrai point positif quand c'est bien fait. Ça peut se retourner complètement contre l'entreprise si rien n'est fait. C'est-à-dire communiquer sur une mission et l'entreprise ne fait rien derrière, ne met pas de plan d'action et on voit pas de changement à la fois dans la façon de faire dans son travail, dans les grandes orientations stratégiques, dans le management, dans la gouvernance, ben c'est un effet négatif très fort. Okay. Pour autant, généralement, les entreprises qui le font, et quand on parle des entreprises qui le font, aujourd'hui on est à 600 sociétés à mission en France. Donc un peu plus de 2 ans après le décret d'application, donc ça va relativement vite. Les entreprises qui le font, en tout cas, estiment que ça leur apporte énormément, parce que ça permet vraiment d'avoir ce cap, ce guide à la stratégie. Et ça marche aussi bien pour des entreprises qui sont des startups, des entreprises récentes, telles que B-Side d'ailleurs, ou des entreprises beaucoup plus anciennes, je pense notamment à Aigle, voilà, qui date de 1800 et quelques, et Aigle, pour Aigle, en fait, c'est retravailler sur le projet d'entreprise aussi, donc ça aussi c'est intéressant, et ça marche aussi bien pour des entreprises de petite taille. Voilà, aujourd'hui, 79% des sociétés à mission sont des entreprises de moins de 50 collaborateurs, donc des entreprises de petite taille, mais aussi pour des ETI et des grandes entreprises. Vraiment, c'est adapté à tout type d'entreprise à partir du moment où il y a cette conviction de la nécessité de transformation et cette prise en compte de la pérennité de l'entreprise et de sa performance long terme. C'est redonner du temps long à l'entreprise, en fait. Ok. Alors justement, il y a de plus en plus d'entreprises qui deviennent entreprises à mission. Est-ce que, finalement, toutes les entreprises peuvent le devenir? Et est-ce que aussi c'est souhaitable? Alors, ce n'est pas la solution miracle à tout. Ouais. Voilà. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Notamment, en moyenne, en fait, une entreprise met entre 6 mois et 24 mois pour devenir société à mission. Moins de 6 mois, ce n'est pas crédible. Ça veut dire que le travail amont n'a pas été fait. Ça veut dire que sur ce travail à la fois d'introspection, d'itération et avec les parties prenantes, il y a des choses qui ne vont pas. Parce que c'est pas juste être dans un bureau, faire une jolie phrase et puis c'est fini, on met sur les statuts. Ça sert juste à rien. Surtout ne le faites pas. Voilà. Il y a des conditions finalement. Ça a des conditions nécessaires, effectivement. Donc ça prend du temps. Donc c'est adapté à tout type d'entreprise qui a la conviction qu'il faut se transformer, qu'il est nécessaire de se transformer, voilà, et qu'il est nécessaire d'innover aussi. Parce qu'en fait, pour rappel, la société à mission a été créés, on va dire, les concepteurs de la société à mission, ce sont des chercheurs de Mines ParisTech. Et en fait, ils sont partis du postulat qu'en fait, les entreprises avaient du mal à innover ces 20 dernières années parce que les actionnaires étaient trop puissants et demandaient des résultats très court-termistes. Et comme on le sait, l'innovation, ça prend du temps, ça marche ou ça marche pas. Donc, il y avait un problème. Et en fait, la société à mission, c'est un cadre qui aussi permettra aux entreprises d'innover plus sereinement. Et on sait très bien que l'objectif... Voilà, c'est ça. Et on sait très bien que, de toute façon, quand on regarde l'histoire de l'entreprise, au 19e siècle, l'entreprise a été créée justement pour subvenir à ce besoin de collectif et de création collective, justement. Voilà, ce sont des personnes qui se sont mises ensemble pour créer et innover. Donc voilà, on retourne, on va dire, à ce qu'était à l'origine l'entreprise, dans son objet collectif, mais avec les problématiques d'aujourd'hui et de demain. Et du coup, est-ce que c'est souhaitable finalement que toutes les entreprises ou une majorité d'entreprises deviennent entreprises à mission? Si je reformule un peu, est-ce que ça risque pas d'invisibiliser ceux qui font réellement des efforts dans la transition par rapport à d'autres qui ne le feraient pas? Alors, je parle du principe qu'en fait, compte tenu de l'urgence climatique, de l'urgence sociale, l'urgence en termes de biodiversité, il faut qu'on s'y mette tous, que ce soit des entreprises mission native, comme des entreprises qui font pivoter leur modèle d'affaires.
Il n'y a pas de jugement de valeur à mettre là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, une entreprise plus traditionnelle qui décide de se transformer, ben c'est un point extrêmement positif. À partir du moment où elle met tout en place, elle le fait avec sincérité, voilà, et avec conviction, et qu'elle met tout en place pour y aller, voilà, et tout en place pour suivre cette mission dans le temps. Voilà, parce qu'encore une fois, on est sur le temps long, et on ne pourra, enfin, l'entreprise a vraiment un rôle clé à jouer dans la transition écologique. Voilà, on peut pas tout attendre d'un côté de l'État, de l'autre côté des citoyens, et que l'entreprise ne bouge pas. Voilà, donc on est au cœur, enfin l'entreprise est au cœur de la solution. Ouais. Au cœur donc de la transition écologique. Au cœur de la transition écologique, et la société à mission, c'est un outil, un moyen de faire ce pivot. Voilà. D'accord. Et que ce soit partagé par tous. Et quand j'entends partagé par tous, c'est partagé à la fois par les dirigeants, par le management, par les salariés, par les actionnaires, par les fournisseurs, les clients, enfin tout l'écosystème, qui sont tous d'accord sur là où doit aller l'entreprise. Est-ce que le respect des limites planétaires, ça peut faire partie d'un objectif commun à toutes les entreprises en mission? Par définition, oui, on va dire, mais ça se fait de différentes manières selon le métier de l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire que quand on est une entreprise de service dans l'industrie ou dans l'agriculture, on n'a pas les mêmes leviers à disposition. Et donc, ce qui est intéressant avec la société à mission, c'est qu'on n'est pas dans des indicateurs, on n'est pas dans dans les normes RSE, ESG. Ça se complète, voilà. Mais on est dans plutôt le choix de là où on peut avoir le plus d'impact. Voilà. Et c'est ça, c'est en ça que c'est assez complémentaire, parce que ça permet de redonner du sens à l'entreprise. Parfois que la RSE, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Nouvelle définition. Je pourrais poser la question à chaque fois dans ces entretiens. La définition de la RSE. Pour moi, la nouvelle définition de la RSE, c'est ça. C'est redonner du sens à l'entreprise et qu'on arrête qu'on arrête. Les indicateurs, c'est bien, mais le sens et de pouvoir partager ses convictions avec l'ensemble des parties prenantes internes, externes, c'est essentiel pour permettre d'orienter l'action. Voilà. Okay. On va maintenant parler de la définition de la mission. Première question, comment définit-on sa mission? Ben là encore, ça dépend. Enfin, la loi Pacte elle laisse beaucoup de champ à la liberté d'entreprendre et donc aussi à la culture de l'entreprise. Voilà. Donc du coup, on a différentes façons de faire. Enfin, les entreprises ont différentes façons de faire et qui leur sont propres. Mais globalement, ce qu'on conseille quand même, c'est, dans tous les cas, c'est d'associer les salariés dans cette démarche. Bon, dans 98% des cas, l'impulsion pour devenir société à mission est donnée par le dirigeant de l'entreprise. Okay. 98% des cas. Donc, c'est avant tout une affaire de leadership, de dirigeant. Voilà. Donc, ça peut pas se déléguer. Ça peut pas partir Ça peut partir d'une équipe, c'est ce qu'on appelle les corporate activistes. C'est par exemple le cas de collectifs qui se créent dans les entreprises. Je pense notamment à un collectif chez Suez qui s'appelle Act for the Planet, qui ont demandé à ce que le nouveau Suez devienne société à mission. Ils portent ça depuis plus de 6 mois. Et voilà, donc ils sont plus de 200 aujourd'hui à porter ce sujet. Et là aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire comment un collectif de salariés veut orienter la stratégie, et le futur et la vision de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là dans des revendications personnelles, ils sont là dans une revendication collective de contribution sociétale. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement puissant comme levier. Et puis aussi, bien sûr, on peut avoir des corporate activistes, des individus, on va dire, des salariés, qui poussent la direction générale qui éveillent, on va dire, à ces sujets-là, la direction générale. Ça arrive aussi. Mais quoi qu'il en soit, le fait de démarrer la démarche de société à mission, dans tous les cas, ça doit être incarné et porté par le dirigeant. Mais ce qu'on conseille vraiment, c'est d'associer les collaborateurs d'une manière ou d'une autre en amont. Et parce qu'en fait, au-delà de la raison d'être et des objectifs statutaires, la mission doit se décliner après de manière opérationnelle dans l'entreprise. Et donc les objectifs opérationnels, les indicateurs de suivi qui seront, les preuves en fait qui seront données pour le bon suivi de la mission, en fait c'est un travail, ça implique tous les collaborateurs de l'entreprise.
Donc, il vaut mieux qu'ils soient dès l'amont dans le sujet. Voilà, faut pas qu'ils le découvrent. Et puis, bien sûr, ça demande aussi, ce qu'on conseille aussi, ce que font beaucoup d'entreprises, de challenger leur mission avec des parties prenantes externes. Mais bien sûr, l'actionnaire. Quelles parties prenantes peuvent être intégrées à cette définition? Dans différents cas, ça peut être les clients, ça peut être des fournisseurs, parce qu'aussi ça change la relation avec les fournisseurs. Donc, et ce qui va être demandé, le cahier des charges fournisseurs, selon. Il y a des experts, des chercheurs qui sont très souvent sollicités. Et puis la société civile, des ONG, des associations professionnelles qui peuvent apporter quelque chose au combat singulier de l'entreprise, voilà, aux objectifs que l'entreprise s'est donné. Et puis il peut être aussi des acteurs publics selon c'est assez variable selon le métier et selon l'entreprise, encore une fois. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est une démarche éminemment singulière. Alors, un conseil qu'on peut donner à un collaborateur ou une collaboratrice dans une entreprise et qui voudrait justement insuffler cette démarche d'entre sa mission, parce que si elle ne vient pas du dirigeant, ça peut exister. Comment ce collaborateur ou cette collaboratrice peut convaincre? Le premier conseil que je lui donnerais avant toute chose, c'est d'aller regarder notre site internet, donc le site internet de la communauté des entreprises à mission. La communauté des entreprises à mission, c'est une association d'intérêt général, et donc nous avons beaucoup de contenu à disposition de tous sur notre site. Donc déjà, c'est une première approche pour bien comprendre le modèle, pour avoir des retours d'expérience de dirigeants. On a aussi les raisons d'y aller, voilà, qui ont été développées par plusieurs dirigeants. Donc il y a beaucoup de contenu. Et puis, on est là aussi pour répondre aux différentes questions et mettre en contact aussi avec des entreprises qui ont passé le pas. Voilà, et ça peut rassurer aussi. Et puis, ne pas hésiter à avoir une stratégie des alliés dans les entreprises, parce que du coup, c'est ça qui fait aussi changer la donne. On parle beaucoup des jeunes qui ont besoin, qui sont en recherche de sens, mais il n'y a pas que les jeunes qui sont en recherche de cohérence, on va dire, entre leurs convictions et leur travail. Donc, il y a plein de méthodes en fait pour y arriver, mais déjà informez-vous, suivez, et puis rencontrez des entreprises qui sont passées par là et qui peuvent donner des billes, des témoignages en tout cas sur ce que ça a pu leur apporter. Très bien. On mettra en description, évidemment, le lien de la communauté. On peut parler maintenant de performance économique, puisque dans tes interventions et celles de la communauté, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup. Est-ce qu'il existe des tensions entre la mission et la réalité économique des entreprises? Il peut en exister, notamment dans les premières années, parce qu'on parlait de temps long. Il peut exister forcément des arbitrages. La notion d'arbitrage est clé, on va dire, pour toute transformation. Et il y a des entreprises qui peuvent arrêter certaines activités parce qu'elles n'est plus compatibles avec la mission. Oui. Elles ne sont plus compatibles avec la mission. Peuvent arrêter aussi de travailler avec certains clients de la même manière, certains fournisseurs. Donc ça crée ça déstabilise un peu le système. Voilà. Mais en même temps, ça permet de davantage savoir où on veut aller. Voilà. Et donc ça prend un peu de temps, mais pour autant, sur le moyen et long terme, l'entreprise est gagnante. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, les actionnaires l'ont bien compris. Un des secteurs d'activité qui s'est le plus vite transformé, c'est bizarrement, c'est pas intuitif, hein, c'est la finance assurance. Okay. Voilà. Et dans la finance, ce sont souvent les fonds d'investissement qui sont les premiers à avoir basculé. Et au-delà de ça, moi, je suis appelée régulièrement par des sociétés de gestion de fonds d'investissement pour que je sensibilise justement leur participation à la société à mission. Pourquoi ? Parce qu'elles ont bien compris qu'une entreprise qui intègre ces enjeux-là, ces enjeux écologiques, ces enjeux sociaux, dans la façon de faire leur métier, mais même dans le modèle d'affaires de l'entreprise, ce sont des entreprises qui anticipent ce qui va arriver et donc qui seront plus performantes. Et ça, donc c'est un gage de pérennité de l'entreprise, réellement. Et ça, les financiers l'ont bien compris. Pas tous, mais un certain nombre.
de plus en plus. Donc en fait, mais encore une fois, si vous me demandez de poser la question sur la performance au prochain trimestre, je dis non, il faut prendre le temps, voilà, de prendre le temps de transformer. Quand on transforme une chaîne de valeur, ça prend du temps. Voilà, c'est. Ouais. Mais on l'a un peu oublié ce temps. Voilà, et donc même si le statut d'entreprise à mission est assez récent, est-ce que on peut voir aujourd'hui que les entreprises à mission se portent mieux sur le plan économique que les autres entreprises de leur secteur? On a cette intuition, mais rendez-vous dans 2 ans. Ouais. Voilà, parce que globalement, comme je vous disais, la loi PAC date de mai 2019, le décret d'application sur la société à mission de janvier 2020. Il faut entre 6 mois et 24 mois pour que les entreprises se transforment. Et puis après, ce n'est que le premier jour du reste de leur vie, on va dire, le jour du dépôt statutaire. Et en fait, la vraie transformation, même si elle commence un peu en amont, vis-à-vis des collaborateurs et tout ça, la vraie transformation dans l'entreprise, elle a lieu après. Voilà, donc aujourd'hui, on est à 600 entreprises, dont la bonne moitié est devenue société à mission il y a même pas un an. Donc, pour parler de conséquences sur la performance financière de l'entreprise, ça me paraît un peu trop tôt, voilà, mais en toute honnêteté. Mais en tout cas, on a des indices, enfin des signaux faibles qui nous laissent penser à cela, en tout cas. Et les entreprises, enfin c'est leur retour à la fois dans la performance et aussi, mais le premier retour qu'on a, le plus rapide, mais qui est en lien avec la performance, c'est encore une fois sur l'engagement des collaborateurs et la marque employeur, l'attractivité de l'entreprise. Et on sait que notamment pour une entreprise de service, la valeur de l'entreprise dépend de la valeur des salariés. C'est ce qui fait la valeur de l'entreprise. Est-ce que tu as pu voir des transformations dans les entreprises? Est-ce que tu as un exemple à nous raconter? J'en ai plusieurs. Je vais reprendre justement l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le textile. Oui. J'ai donné son nom tout à l'heure, c'est Aigle. Aigle qui est en train vraiment qui est engagé depuis longtemps, qui a une image assez forte en France et même à l'international, bien entendu, et qui fait vraiment qui fait des vrais choix assez audacieux et qui demande du courage, justement sur la façon dont il réintègre en France justement des usines, la production de certains produits, les bottes en caoutchouc et autres, qui sont faites en France, la façon dont ils acheminent les vêtements d'Asie ou d'ailleurs, pour ceux qui doivent l'être. Et par exemple, ils arrêtent complètement tout ce qui est l'acheminement par voie aérienne. Le bateau, le train, ça prend plus de temps, mais c'est assumé. Voilà. Donc, ce sont des exemples. Tu m'as demandé des exemples très concrets. C'était vraiment une question. Voilà. Aussi, dans un autre exemple, le président de notre association, c'est Emery Jacquia, qui est par ailleurs président de la CAMIF. La CAMIF, dans ses objectifs de mission, avait toujours d'ailleurs, la lutte contre la surconsommation. Il y a 5-6 ans, il a été le premier à fermer son site le jour de Black Friday. Le plus gros jour de consommation sur les sites de e-commerce. Et puis aujourd'hui, c'était en septembre, il a arrêté tout produit qui n'était pas fabriqué en Europe sur sa plateforme. Ça veut dire qu'en fait, il y a des produits qui ne sont plus référencés parce que les productions en Europe n'existent pas. Donc il a fallu aussi travailler sur le changement de métier, c'est-à-dire qu'il est aussi en train de devenir éditeur de produits. Voilà. Donc en fait, là, ce sont des exemples. Dans la finance, c'est la différence entre un fonds ISR pour une société de gestion et que toute la société de gestion devienne société à mission. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un fonds ISR d'un côté et puis on continue comme d'habitude ces investissements. C'est en fait non, il y a une cohérence globale. Et en fait, c'est ça la mission, c'est vraiment retrouver cette cohérence d'ensemble entre qui on est et notre métier, et notre offre produit, notre offre service, et notre mode de management. Donc du coup, pour les sociétés de gestion, c'est bien ça aussi, c'est-à-dire que tout doit être intégré. Eh bien, merci Anne Mollet d'avoir participé à notre émission, l'entreprise d'après, et puis aussi nous avoir fourni des conseils pour tous les collaborateurs et collaboratrices qui veulent aussi changer à l'intérieur les choses dans leur entreprise. Merci beaucoup.